Catherine Gentil va nous présenter donc ces différentes délibérations, à commencer par la convention de partenariat en faveur de l'accès à l'art et à la culture entre le SPIP et la ville de Cherbourg-Octeville. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit dans le premier exposé d'étoffer l'offre que l'on propose aux détenus de la maison d'arrêt de Cherbourg. Octeville, en autorisant donc la tenue d'un atelier de bande dessinée destiné aux détenus entre le 21 et le 25 juillet 2014. Cet atelier serait animé par le dessinateur David Snug, donc qui a l'habitude d'intervenir auprès de publics spécifiques. Et donc voilà, donc on vous autorise donc à signer un avenant pour que l'atelier puisse se tenir en juillet pour les détenus. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne donc le musée Thomas-Henry et notamment la restauration d'œuvres avec une demande de subvention. Voilà, donc la restauration, on aura sans doute plusieurs fois à parler de restauration d'œuvres au musée Thomas-Henry. Donc là, il s'agit de 2 tableaux et de 2 opérations différentes. Le premier tableau est celui qui s'appelle Geneviève de Brabant dans sa prison baptisant son fils. Ce tableau, ce n'est pas le tableau lui-même qui pose problème, mais le châssis où on a repéré des traces d'infestation active. Et donc ce tableau doit être traité, ce châssis doit être traité de façon à ce que le tableau ne soit pas menacé et que les tableaux voisins ne le soient pas non plus. Donc le coût de la restauration est estimé à 597 €, en sachant qu'une aide à la restauration est sollicitée auprès du Fonds régional d'aide à la restauration et que cette aide est à la hauteur de 50% de la somme demandée. Le deuxième tableau, le maître de la légende de Sainte-Ursule, est donc un tableau qui présente... Alors là, il s'agit d'engager une expertise sur une suspicion possible. Donc, cette expertise sera réalisée par la restauratrice Nathalie Boutin et le coût de l'expertise est estimé à 1 300 €, en sachant également que pour cette opération, une aide est sollicitée au même organisme et que cette aide est à la hauteur de 50% également. Sachant enfin que le tableau en question va être prêté à un musée romain pour une exposition qui aura lieu en septembre-octobre. Pour cette délibération, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et on passe donc à la délibération suivante relative au renouvellement du partenariat avec l'École du Louvre. Alors, donc, le renouvellement avec le partenariat avec l'École du Louvre, vous avez... Donc, l'École du Louvre travaille avec la ville de Cherbourg-Octeville depuis déjà plusieurs années et donc propose chaque année un programme de conférences, de 5 conférences en général. Donc, cette année, la ville souhaite renouveler ce partenariat, pour l'année 2015. Le cycle thématique qui a été retenu par l'École de l'École du Louvre, portera sur le néoclassicisme français et se déroulera entre le 5 mars et le 9 avril pour une série de 5 conférences qui seront donc données à l'UT de Cherbourg-Octeville pour cette année, en attendant que nous puissions les accueillir à la salle Paul-et-Loire quand le centre culturel sera réouvert. Ces conférences sont payantes, 41,50 € pour l'ensemble du cycle, avec un tarif réduit de 25 € pour les jeunes de moins de 28 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA. Je précise aussi que le tarif n'est pas fixé par la ville, mais est fixé par l'École du Louvre elle-même. Voilà, donc on vous demande donc de pouvoir signer ce partenariat par le biais d'une convention. Voilà. Alors, plusieurs demandes de parole relatives à cette délibération. Donc, Monsieur Huette, d'abord. Oui, c'est une simple proposition, ou en tout cas interrogation et proposition. J'ai vu qu'il y avait un tarif d'aménager pour les jeunes de moins de 28 ans à 25 €. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux ou opportun de proposer dans le chéquier des jeunes la possibilité de suivre ces conférences encore à moindre coût pour les très jeunes, quoi? Je ne sais pas. Généralement, ces conférences, vous avez le programme à côté de la délibération, vous avez le programme donc pour 2015, et ces conférences ne conviennent pas à un très jeune public.
Ce sont des conférences qui s'adressent, je dirais, au plus tôt pour des lycéens qui seraient dans les filières d'art, pour les étudiants, mais les très jeunes, je ne pense pas que ça puisse les intéresser, non pas les intéresser, mais que c'est un niveau quand même qui est un très très bon niveau. Donc voilà. Oui, le chéquier va effectivement jusqu'à... Alors, j'ai à votre disposition, j'ai demandé à Louise Legal, notre conservatrice et directrice des musées, de nous faire une synthèse de l'étude du public. Il y a une petite étude qui a été faite sur le nombre de personnes qui ont suivi le cycle 2014 et aussi sur les âges des personnes qui ont bien voulu répondre au questionnaire. Donc, si vous voulez, je l'ai à disposition, donc je pourrais vous la faire parvenir. En sachant que la moyenne d'âge est relativement âgée. La plupart des personnes ont entre 46 et 55 ans ou 56 ans et 65 ans. Voilà. Mais il y a effectivement quelques jeunes, mais ça n'est pas la clientèle majoritaire qui suit ce cycle de conférences. Pardon, j'ai une autre demande de parole. Madame Corpel. Ouais. Oui, alors nous, on a une proposition à la gauche debout, c'est qu'il y ait une gratuité pour ceux qui ont la location RSA, la location adulte handicapé et les demandeurs d'emploi aussi. Parce qu'on pense que ces gens qui ont des revenus faibles puissent avoir accès à la culture de manière égalitaire. Et donc, on demande la gratuité pour ces personnes. Oui, on avait évoqué cela lors de la commission. Je me rappelle qu'on l'a évoqué, donc c'est pour ça que je me suis renseignée précisément. Il se trouve que la ville, ça n'est pas la ville qui décide les tarifs, c'est l'école du Louvre qui propose les tarifs. Donc après, ce à quoi je ne peux pas répondre, c'est quelle pourrait être la marge de manœuvre de la ville dans la négociation d'un tarif effectivement de gratuité. Est-ce qu'on peut... Ça, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose que l'on peut effectivement travailler. On peut peut-être demander à l'école du Louvre d'examiner notre proposition. Oui, tout à fait. Ça, c'est possible. Pourquoi pas ? Alors, j'aimerais quand même aussi préciser, puisque j'ai la parole, qu'il était regrettable que lors de cette commission, nous ne soyons que 4 présents, puisqu'il y avait en même temps un conseil de CUC. Ça serait bien, en fait, qu'il y ait un dialogue entre les deux collectivités, pour éviter ce genre de choses. Oui. C'est vrai. Pardon. Je prends le micro de Catherine. Oui, sur ce chevauchement entre la commission 4 et le conseil de communauté urbaine, il est vrai, il y a eu un petit couac sur ce côté-ci, mais enfin bon, c'est le début du mandat. Je voudrais remercier les services de l'administration générale qui ont effectué le nécessaire pour que toutes les réunions en lien avec la communauté urbaine de Cherbourg se déroulent sur des plages horaires séparées. Oui, c'est vrai que nous étions extrêmement peu nombreux. Oui. Juste pour préciser également que lorsque les tarifs sont du ressort de la ville, vous remarquerez qu'il y a très souvent une gratuité qui est proposée. Ainsi, on peut s'inscrire au conservatoire, on peut inscrire ses enfants sans avoir aucun tarif évidemment fixé. De même à l'école des Beaux-Arts, la bibliothèque municipale est gratuite pour l'ensemble des Cherbourgeois octevillais pour l'emprunt de tous les documents. Donc effectivement, quand c'est du ressort de la ville, quand c'est une décision qui dépend de nous, nous sommes extrêmement favorables à cette gratuité. On pourrait parler également de la cantine scolaire pour les enfants de milieux défavorisés. Donc cette gratuité, ce n'est pas quelque chose qui nous pose problème. Mais l'école du Louvre fait ici des cours décentralisés avec ses tarifs à elle. Alors on peut le lui demander, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on peut garantir. Voilà, mais c'est vrai que je me rapprocherai de l'école du Louvre pour vous apporter un élément de réponse clair. Soit accessible à tout le monde. Mais c'est vrai que je pense que la politique culturelle de la ville de Cherbourg le montre en tout cas. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Et on peut aussi s'enorgueillir d'avoir su attirer sur notre territoire l'école du Louvre. Parce que c'est exceptionnel. Mais je Madame Méry, puis je crois alors j'ai plusieurs demandes de parole. Madame Méry d'abord. Je vais intervenir par rapport à la proposition de Madame, que je trouve tout à fait pertinente, mais est-ce qu'on doit fixer la gratuité par rapport à la prestation elle-même ? Parce que vous pouvez faire des comparaisons. Il y a quelquefois des personnes qui touchent l'AH, le couple touche chacun l'AH dans une même famille. Le RSA, selon la composition de la famille, est quelquefois, alors ne caricaturez pas mes propos, est assez importante par rapport à des personnes qui travaillent et qui finalement n'ont pas plus que ces personnes-là. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas être fait par rapport à plutôt des plafonds de ressources ?
que par rapport aux prestations, le nom de la prestation elle-même. Voilà, c'est une interrogation. Travail en commission. Monsieur Huet, vous avez... Oui, je reviens sur l'histoire du chéquier. Je me disais qu'il y aurait peut-être moyen de proposer à l'École du Louvre le même système un peu que celui qui est mis en place avec le Festival du Livre, c'est-à-dire contre-présentation du chèque, même si le Louvre ne veut pas réduire forcément ses tarifs parce qu'ils ont des frais derrière. Peut-être que la ville, pour une catégorie de jeunes étudiants ou jeunes lycéens, pourrait rembourser une partie de la prestation à l'École du Louvre, quoi. Oui, c'est le système qui est mis en place et qu'on vient de voter pour le Festival du Livre, en sachant que ça doit pouvoir se discuter. Tout à fait. Après, oui, il y a un autre mécanisme, parce que le passeport jeune, sinon ça ne veut plus d'un passeport, ça va être un dictionnaire jeune. C'est vrai. Parce que compte tenu de la multiplicité, ce qui est vrai, des manifestations sur lesquelles on souhaite nous favoriser l'accès des jeunes. Voilà. C'est très vrai, mais alors il y a à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans, j'étais donc jeune et... Vous l'êtes encore. Pour des étudiants, c'est vrai. Pardon. Les étudiants, ils ont moins de 25 ans. Oui. Il y avait un certain nombre d'activités dans le chéquier, notamment sportives, qui, moi, ne me correspondaient pas trop. Et je trouvais, même si le chéquier a bien évolué, parce qu'on y a participé à sa création, il reste encore un petit peu plus léger sur l'aspect culturel que sur l'aspect sportif, quoi. Et c'est un petit peu dommage, quoi. Mais ça va dans le bon sens, hein. Parfait. Monsieur Le Jamdel. Comme Madame Thiolan est partie, mais c'était par rapport à la liste qu'elle donnait, quoi. Mettre la cantine scolaire et le conservatoire dans une même prise de parole. Et il y a une différence un peu, parce que la cantine scolaire, c'est une gratuité qui est effective, alors que le conservatoire, il faut regarder de manière plus qualitative si cette gratuité qui est effectivement permise pour un certain nombre d'enfants, est-ce que beaucoup y ont accès en réalité, quoi. Donc par rapport à ça, c'était pour nuancer un peu ce propos. Je crois qu'il y a une 60aine d'enfants au minimum qui bénéficient de la gratuité au conservatoire. Parce que j'ai rencontré le directeur en début de semaine et nous avons évoqué ce sujet. Monsieur Bastien. Pardon. Il y a 800 élèves qui fréquentent. Oui, mais... Notamment des élèves des provinces qui ont bénéficié de l'atelier musique au collège. J'y travaille, donc je sais, mais... Oui, je sais bien. Mais je voulais le dire pour les autres aussi. C'est pas une critique, c'est une nuance. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle la gratuité comme possibilité donne lieu de fait à le fait que la composition du conservatoire réponde totalement à des enjeux de démocratisation, je suis plus nuancé par rapport à ça. Voilà. Oui, mais nous aussi, nous le sommes, parce que nous savons très très bien que la gratuité, c'est pas parce que les choses seront gratuites que les gens y iront forcément. Donc c'est aussi tout un travail d'accompagnement et de médiation qui est extrêmement important. Parle en termes de déplacement, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que on peut prendre un exemple sur ce qui avait été fait sur Carmen. C'était bien, il y avait des élèves de l'avenue de Paris, de Robert Doisneau maintenant, d'autres écoles, mais le déplacement n'avait pas forcément été pensé en amont, donc c'était bien parce que les parents se sont organisés, mais il faut penser à toutes ces choses-là, quoi. Il y aura une autre proposition dans le même genre pour la saison prochaine. Monsieur Bastien. Merci. Alors, juste pour répondre sur la question du déplacement concernant Carmen, il me semble bien qu'il y avait eu des dispositions de prise pour pouvoir transporter notamment les familles et les enfants et leurs accompagnants. Enfin, il me semble avoir été sollicité par le Collège des provinces et auquel on a donné une réponse tout à fait positive. Et les choses ont été faites en ce sens-là pour la répétition et pour la tenue du spectacle. En tout cas, pas l'école Robert Doisneau, par exemple. En tout cas, pour les personnes qui nous ont sollicité les établissements qui nous ont sollicité sur ce point-là, ils ont eu une réponse positive et on s'est assuré parce que la remarque est tout à fait pertinente et effectivement, elle nous avait semblé intéressante à prendre en compte. Ceci dit, pour revenir juste... Excuse-moi. Pardon. C'est moi qui... Pour revenir juste sur la délibération en question, moi je ferais bien la proposition suivante qui prendrait en compte un petit peu la position de Sophie, qui consisterait à regarder pour l'aide, une aide concernant des enfants et des moins jeunes pour pouvoir suivre ces cycles
de formation proposée par l'École du Louvre, c'est de prendre tout simplement en compte, comme on le fait sur d'autres dispositifs, je pense au portage des repas, à un certain nombre d'autres dispositifs, le taux d'effort des familles par rapport à une aide que le CCAS, par exemple, pourrait apporter pour ces personnes, pour leur permettre d'accéder à ces cycles de conférences. Et là, ça répondrait effectivement à vos deux exigences qui sont toutes les deux tout à fait recevables. Ok. On vote cette délibération. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe donc maintenant à la délibération suivante qui concerne donc les communs du château des Ravalets avec la convention autorisation pour le salon de thé. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que l'été au château des Ravalets, il y a un salon de thé qui propose une activité. Et donc là, il s'agit de renouveler la convention que nous voulons passer avec Monsieur André Montfort. Donc c'est la personne qui installe son salon de thé durant la période estivale. En donc fixant une redevance annuelle d'occupation des locaux de 742,37 € très exactement. Et donc ceci pour une période de 3 ans. En sachant que monsieur André Montfort a lancé son activité à partir de 2004 et qu'au tout début de cette activité, c'était gratuit et que la ville maintenant lui demande une redevance. Et en sachant aussi, on l'avait évoqué en commission, que le fait qu'il y ait un salon de thé au salon des Ravalets, c'est un plus pour les gens qui viennent le visiter durant l'été et que le chiffre d'affaires qui est réalisé par ce commerçant n'est pas extrêmement important, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on est bien content de trouver quelque chose sur place. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 159, vous savez que nous projetons d'organiser la 3e édition, et cela à l'automne prochain, du musée Fellmur. Donc cette délibération a pour but d'autoriser la recherche de partenariats. Oui, donc le musée Fellmur saison 3. Donc nous sommes en train de préparer précisément cette opération avec quelques petits changements par rapport aux deux précédentes, puisque là les changements concernent essentiellement la date à laquelle se tiendra la 3e édition qui aura lieu en septembre. En septembre, voilà. Jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était proposé pendant l'été et maintenant, donc, on propose en septembre de manière à ce que les établissements scolaires puissent s'emparer davantage de l'opération et puissent travailler pendant un certain temps avec les élèves. Donc, vous avez la liste des groupes qui ont été sélectionnés pour pouvoir choisir les œuvres qui seront exposées sur les murs, donc je n'y reviens pas. Préciser aussi que le budget total de cette opération s'élève à 32 000 € et qu'elle est extrêmement bien subventionnée par nos partenaires tels que la DRAC, la Caisse des dépôts, Claire Chanel et le CO. Et donc voilà, donc on vous demande donc d'autoriser pour cette 3e édition à signer des conventions de partenariat. Alors, j'ai plusieurs demandes de parole. Madame Hamon. Attendez, je vous donne la parole. Hein. C'est bon. Voilà. Oui. Madame Hamon, vous pouvez... non, c'est pas vous qui... Manque d'expérience. Voilà, je voulais juste vous dire que nous ne souhaitions pas qu'il y ait une implantation sur le domaine privé, c'est-à-dire sur le domaine des hélices. D'accord. Alors, pour l'instant, l'objet de cette délibération, il ne s'agit pas de statuer pour savoir où seront accrochées les œuvres. On est sur une délibération qui demande pour l'instant des partenariats financiers. Donc vous exprimez votre souhait qu'il n'y ait pas d'œuvres qui soient exposées à l'intérieur des ELEIS, si j'ai bien compris. Hein, oui. Ok, d'accord. À l'extérieur, sans voilà. problème. Parfait. Madame Corpel, non? Moi, j'aimerais insister sur le fait qu'on trouve que cette opération est très bien. On est vraiment pour cette opération. On aimerait qu'elle se poursuive les années suivantes et on aimerait aussi qu'elle commence en fait durant la saison estivale, puisqu'en fait c'est quand même la période où les gens viennent sur Cherbourg, où il fait en général le plus beau aussi, et qu'on puisse la faire sur 5 mois de juillet à novembre. Tout à fait. Non mais c'est une bonne proposition. Je crois que c'est vrai que
on a eu un succès un peu inattendu, il faut le reconnaître au départ, par rapport à la première édition. La deuxième édition, je veux dire, a été une amplification, parce que ça a permis notamment, au niveau du quartier des provinces, de créer une dynamique sociale et de faire en sorte que les gens aient une image différente de leur quartier. Et ça, c'est important. Et puis de faire venir aussi des gens de l'extérieur sur le quartier. Cette troisième édition, elle est là. On a des demandes. On commence à avoir des demandes en disant, nous aussi, on aimerait bien, etc., etc. Donc je pense que même en dépit de l'ouverture annoncée en 2015 donc, du CASER, eh bien, il faudra qu'on continue parce qu'on s'aperçoit que on est vraiment dans la vulgarisation de la culture auprès du public et ça c'est extrêmement important et auprès de tous les publics. Je vais simplement ajouter qu'effectivement c'est quelque chose. Attendez, je te redonne la parole. Oui. Nous sommes tout à fait d'accord pour continuer cette opération. Alors après, il va falloir étudier les modalités financières de la chose, mais nous commençons déjà à y travailler avec Louise Legal, la conservatrice, d'étudier des possibilités de continuer et de proposer cette opération sur un temps effectivement plus long qui puisse englober l'été et aussi la période de l'automne où on puisse travailler avec les scolaires, effectivement. On y tient beaucoup. De même étoffer d'autres propositions culturelles hors les murs aussi. Madame Hamon ? Oui, donc pour rebondir là-dessus, c'est vrai que je trouve aussi très intéressant d'aller exposer au niveau des provinces, puisque les gens des provinces ont tendance à ne pas descendre dans le centre-ville, puisque c'est l'endroit où je travaille. Et moi, ça me sert aussi pour travailler, pour amener les enfants vers là. Okay. Voilà. Parfait, merci de toutes ces précisions. Sur cette délibération, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Et on retiendra, donc Madame Hamon, votre proposition, la proposition, je pense, qui est partagée par le groupe, de l'ensemble du groupe, de ne pas accrocher d'étoiles à l'intérieur des éléis.